famille, on est dans des thématiques d'aidants, je vais rester sur la logique de la famille, même si je vous ai dit, la famille, c'est pas que la famille nucléaire, ça peut être, on va inclure dedans, y compris dans la définition qu'on a été faite, les gens qui partagent le même toit, même si c'est des voisins. Bon. Est-ce que la famille, c'est le lieu romantique des sécurités ? Ben, ça n'a jamais été le lieu romantique des sécurités. Voilà encore une espèce d'idée qui a été véhiculée, ah, comme on est bien en famille, hein, c'est là où on se sent bien, mais non. Sans faire de la théologie, si on remonte un peu loin, la première famille mythologique, mythique, dont on a une trace dans notre culture judéo-chrétienne, c'est quand même Adam et Ève et Caïn et Abel. Et je vous rappelle l'histoire, c'est pas bien passé. Hein, puisque Caïn tue son frère Abel et s'adresse à Dieu en disant « Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Parce que tu viens de me demander des comptes pour mon frère. » Et c'est son affaire. En plus, la famille, ça démarre avec une histoire de jalousie. Quand vous poursuivez la petite histoire biblique, ce qui se passe entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères, entre Moïse et Aaron, c'est pas mieux. Donc on nous vend à foison des idées autour de la fraternité qui viendraient de l'idée de fratrie, mais la fraternité, ou tout au moins la fratrie, c'est d'abord le lieu des rivalités, le lieu des conflits. Mais c'est parce qu'il y a ces conflits qu'il faut apprendre à négocier avec. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui encore, la famille soit un lieu de tension, un lieu de difficulté, c'est-à-dire un lieu de négociation, un lieu d'édification, un lieu de dialogue, avec une altérité, avec des gens qui fonctionnent différemment. Ce n'est pas du semblable. Hein, on n'est pas au pays des gens interchangeables. Aujourd'hui, si vous interrogez les notaires sur l'idée qui se font de la famille, eh bien, attendez-vous à repartir en étant assez désabusés. Hein, les notaires sont quand même les premiers témoins que la famille est le lieu d'effracassement, c'est sûr. Donc c'est un lieu de frustration. Bref, c'est un lieu d'apprentissage. Bref, c'est un lieu de vie. Je ne connais pas de manière de vivre qui n'ait pas son quota de frustration. Donc gardons-nous, là encore, un certain nombre de tentations de rêver. Alors, il y a pour autant aujourd'hui deux facteurs aggravants, deux causes aggravantes de conflits au sein de la famille. La première des causes aggravantes, c'est le vieillissement. Bien sûr, on n'a jamais vécu aussi vieux, et le fait de vieillir eh bien, vient bousculer les équilibres familiaux, de vieillir aussi vieux, et surtout, de quelle manière ? Déjà, vieillir, ça pose un problème. Je vous ai dit, la famille, c'est le lieu de la transmission patrimoniale. C'est enraciné en nous très profondément. Ben, quand vous avez quelqu'un qui vit trop vieux, la transmission patrimoniale est différée d'autant. Non pas que les enfants guettent l'héritage, encore que ça arrive, je ne suis pas naïf, mais c'est surtout qu'il y a dans la survivance du plus vieux la figure tutélaire qui demeure et qui empêche celui qui a 45, 55 ou même 65 ans de devenir enfin père de famille, alors qu'il est assigné durablement à la fonction de fils d'eux. Et il n'y a pas que le prince Charles qui voit les choses lui passer sous le nez pour toucher la génération suivante. Donc la transmission, aujourd'hui, elle zappe un maillon de la chaîne. Ça peut créer un certain nombre de difficultés. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs une émission sur le darwinisme qui nous disait, mais en réalité, le bon fonctionnement de la théorie de l'évolution, c'est qu'on ait des générations courtes. Parce que plus on a une génération courte, plus chaque génération a la capacité d'innover, d'inventer, de réinventer les modes de fonctionnement, les modes de vie, peut-être le genre humain. Quand vous avez des transmissions longues, avec des longues générations, ce n'est pas les vieux qui sont innovants par nature, ils sont plutôt conservateurs. Donc le vieillissement de la population qu'on essaye de maintenir à tout prix par des politiques de santé publique, on va se réjouir que l'espérance de vie ait augmenté. Mais si on regarde ça du point de vue darwinien, on se dirait on est peut-être en train de perdre en vitalité, en innovation, en recomposition de nos sociétés, donc voilà, en vie, en dynamisme de nos sociétés. Vieillir dans quel état ? Quelques études, je prends référence sur les travaux de M. Jandel, qui nous dit, en gros, il y a 50% des gens qui vieillissent normalement, il y en a 25% qui vieillissent normalement, 50% qui vieillissent avec des pathologies ordinaires et 25% qui vieillissent avec des pathologies lourdes.
Donc on n'est pas sur un vieillissement, on est sur un vieillissement qui a une dimension pathologique au sens qui cause des souffrances. Depuis 1987, et un article retentissant qui était paru dans la revue Science, des Américains Rowe et Kahn, eh bien, on a introduit dans nos sociétés l'idée d'un vieillissement réussi. Successful aging. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Je trouve que cette représentation-là, elle a quelque chose de violent et de terriblement tyrannique. Alors, sinon, il faudrait qu'on ait une jeunesse réussie, un âge adulte réussi, un vieillissement réussi. Allons plus loin, une fin de vie réussie, une mort réussie, et puis un deuil réussi. Vous voyez, en gros, il nous faudrait imaginer que, quels que soient les âges de la vie, nous sommes sommés de réussir ce que nous entreprenons. Mais ça, c'est à la portée de personne, rigoureusement personne, de réussir le parcours sans faute tout au long de sa vie. Donc il y a bien des moments donnés où la fragilité va se rappeler à nous, parce que nous sommes constitués de fragilité. Alors je connais, je les étudie de près, les perspectives du transhumanisme, du post-humanisme, de l'homme augmenté, voire de l'homme bricolé, enfin on peut aller loin dans ces perspectives-là, qui sont des perspectives individualistes, fondamentalement individualistes. On ne s'occupe pas du tissu social, on s'occupe de l'individu et de son accroissement de performance. Eh bien ces perspectives-là, je vais me permettre une petite digression, mais elles sont vouées à l'échec, parce que si nous nions l'expérience de la fragilité, nous rêvons que nous sommes des surhommes, pour le dire avec les termes de Nietzsche presque, mais c'est un fantasme. Et c'est un fantasme même au niveau paléontologique, même au niveau anthropologique. Quand on interroge les anthropologues et les paléontologues, ils nous disent mais il y a 150 000 ans, on avait deux types d'australopithèques. On avait les australopithèques qu'on appelait les Australopithecus robustus. L'Australopithecus robustus, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous imaginez sans peine un peu à quoi il peut ressembler. Il a d'abord un gros gourdin, il a des muscles, il a des poils, il résiste à tout, il résiste au froid de l'hiver, il résiste à la charge de l'auroch, enfin, robustus, quoi. De l'autre côté, il y avait l'Australopithecus gracilis. Alors celui-là, on le dessine assez facilement aussi, fluet, gentil, mais pas gagnant, quoi. Vous voyez, mal barré dans la course. Eh bien, le robustus était herbivore parce qu'il n'avait pas besoin d'être omnivore. Il se croyait à l'abri de tout. Le gracilis était omnivore parce que sa fragilité, sa faiblesse, j'associe pas les deux mots, mais là je les prends ensemble, l'obligeait à être ouvert sur l'ensemble des possibles. Le robustus n'a pas donné de descendance, et nous sommes tous ici les enfants de l'Australopithecus gracilis. Pourquoi ? Parce que le gracilis, connaissant sa faiblesse, est obligé de tisser des liens sociaux. Il est obligé de composer avec l'autre. Il est obligé de s'associer, de coopérer, de collaborer. Sinon, il meurt. Donc, d'un point de vue très pragmatique, celui des deux qui triomphe dans la durée, c'est le gracilis, c'est-à-dire celui qui a conscience de sa fragilité. Donc, les théories autour du vieillissement réussi, aujourd'hui, sont des impostures dont nous devons nous méfier. Et tout ce qui touche au transhumanisme aussi, ce sont des fantasmes, même si ce sont des fantasmes qui tendent à devenir bien réels. Deuxième cause aggravante de fracassement au sein des familles, j'ai dit le vieillissement et donc la non-reconnaissance de la fragilité. Deuxième cause, c'est la dépendance. Je vais revenir à mon Australopithecus gracilis. Aujourd'hui, quand on dit être dépendant, c'est pas beau. Vous voyez, c'est l'horreur, être dépendant. Parce que nous sommes prisonniers de cette représentation de l'être humain où il nous faudrait nous assumer tout seul de façon self-made man. Mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé nulle part. C'est du message politique, c'est du message culturel, ça n'a pas de réalité anthropologique. Donc, aujourd'hui, la dépendance, ce ne serait pas le troisième âge. Le troisième âge, c'est celui qui est encore vertueux, c'est Jane Fonda, que sais-je, quoi. C'est ceux qui arrivent à garder la tête haute et faire envie. Le quatrième âge, c'est ceux qui ne font pas envie. C'est ceux qui présentent une dégénérescence de ceci ou de cela. C'est un peu celui qui nous guette parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 62 ans, mais l'espérance de vie globale, elle est de 82 ans. Donc on va être de plus en plus soumis, au fur et à mesure de notre vieillissement, à des maladies chroniques. Et en plus, les maladies chroniques, elles ont tendance à rajeunir. Ça veut dire que dans le contexte actuel, la maladie chronique devient une donnée globale.
Ça n'est plus une identité réservée à quelques-uns qui ont eu la malchance d'attraper un Creutzfeldt-Jakob, un Parkinson ou que sais-je. Hein. Ça devient une donnée fondamentale du vivre ensemble. Et ça peut être vu comme une calamité, ça peut aussi être tourné comme étant, finalement, ça va nous obliger à prendre soin les uns des autres et à réinventer des rapports sociaux fondés sur tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'on entend? Là, ce matin, j'étais encore en train de participer à un colloque sur la crémation. Ça n'a rien à voir, me direz-vous. Mais les motivations autour de la crémation, c'est je demande la crémation parce que je ne veux pas être un fardeau pour mes proches. Comme si l'inhumation, c'était être un fardeau pour ses proches. Enfin, on voit un certain nombre de raisonnements derrière. Mais qu'importe, derrière le fantasme, il y a l'idée que je ne veux pas non seulement perdre mon autonomie, perdre ma valeur, mais en plus, j'arrange ça, j'entoure ça, j'habille ça de une forme d'altruisme. Je ne veux pas être un fardeau pour mes proches, donc je vais prendre toutes mes dispositions de mon vivant. Vous voyez comme on renforce sans arrêt cette idée-là. Ça veut dire qu'au sein d'une famille, quand il y a quelqu'un qui vieillit et quand il y a quelqu'un qui devient dépendant, eh bien, c'est vécu par les autres qui baignent dans cette culture comme étant un fracassement, comme une rupture de la cellule familiale. Ça devient le lieu des insécurités alors qu'on attendait le lieu des sécurités. Ça devient le lieu des contraintes, à savoir que je vais devoir aménager ma vie de famille, aménager ma vie professionnelle. Bref, je vais devoir renoncer à mon projet pour devoir m'occuper de quelqu'un d'autre qui vient me bousculer. Mais fatalement, tout le monde vient bousculer tout le monde. Il y a bien un moment donné, nos enfants nous ont bousculés parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Je parle en connaissance de cause, j'ai mon aîné à 16 ans. Alors je ne vous fais même pas le tableau de ce que ça représente. D'autres que moi, ils sont passés avant. Mais forcément, on est bousculé. Ça veut dire que la famille, c'est le lieu où, à un moment donné, il va se passer des choses qui ne vont pas dans le sens de nos projets bien établis. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors pendant longtemps, on a imaginé qu'on allait pouvoir s'appuyer sur l'État-providence et que l'État-providence, c'est celui qui nous apporterait là toutes les solutions financières, organisationnelles. On allait créer des institutions dans lesquelles ça serait formidable. Nos proches seraient pris en charge, on n'aurait plus de coûts à supporter. Enfin, bon, tout ça, c'est aujourd'hui bien établi, que c'est une des données de l'équation. Mais ça ne suffit pas. Heureusement qu'il y a des établissements, heureusement qu'il y a des politiques d'aide publique, heureusement qu'il y a des réglementations qui permettent d'organiser la prise en charge des personnes fragiles. Mais l'État-providence, nous ne pouvons plus en rêver. Si je me réfère aux travaux du sociologue Serge Guérin, qui s'est beaucoup penché sur la question des aidants, lui, il soutient l'idée qu'on est en train de passer de l'État-providence à l'État accompagnant. C'est très important, je vous ai rappelé un peu quelques fondements antiques, voire théologiques. L'État-providence, vous voyez ce que ça représente derrière, ce qu'on attend de l'État. Bon, l'État, c'est personne, ou alors c'est vous et c'est moi. Passer à l'État accompagnant, ça veut dire que la responsabilité, c'est la nôtre d'abord, et l'État peut nous donner un coup de main pour ça. Donc on est sur un renversement complet de perspective. Ça veut dire qu'il faut tenir compte des particularités locales. Alors il y a des endroits où on va agir de telle et telle manière, des endroits où on va agir autrement. Alors j'ai essayé quand même de me resituer dans le temps file, mon Dieu, de me resituer dans le contexte. C'est vrai ? Bon, tant que vous ne bougez pas, moi non plus, alors. Non, j'essaierai de me domestiquer, mais il y a un certain nombre de choses, si je prends la région Nord-Pas-de-Calais, qui sont préoccupantes, et puis il y a un certain nombre de choses qui sont encourageantes sur la manière dont on peut prendre en considération, au sein de la famille, dans son sens étendu, ces situations de vieillissement, de handicap, et puis de dépendance, et toutes celles qui vont avec. Je vous ai dit, moi je suis bénévole en soins palliatifs, il y a des situations de fin de vie, il y a des situations de handicap, il y a des situations de difficultés économiques, il y a des situations de divorce. À ce titre-là, le rôle de la médiation familiale est bien éclairant de ce que je suis en train de vous dire, à savoir que l'État-providence devient un État accompagnant, et même dans leur mission, les médiations familiales voient aujourd'hui le champ de leur action considérablement étendu. On n'est plus simplement sur le champ du divorce, on n'est plus simplement sur la première source de conflits familiaux. Alors la région, elle est moins riche que les autres, puisque officiellement elle a un très bon produit intérieur brut, mais enfin quand on ramène ça par habitant, la région Nord-Pas-de-Calais n'apparaît qu'au 20e rang des régions françaises. Donc on pourrait dire, économiquement, c'est pas encourageant, quoi. Heureusement que les systèmes d'entraide ne reposent pas que sur la richesse produite ici ou là,
Quand on regarde effectivement le taux de chômage, on peut se dire c'est une région qui là aussi est plus en difficulté que d'autres. Le taux d'activité des femmes, notamment, de 60%, est le plus bas de France. Alors, on peut retourner le truc en disant, du coup, les femmes sont chez elles, donc elles peuvent mieux s'occuper de leurs proches. Oui, on parle de taux d'activité, c'est-à-dire de possibilité d'accéder au travail. Donc on voit la pesanteur que ça fait régner. En revanche, sur cette région, on a plus d'un actif sur 10 qui travaille dans le domaine de la santé et du travail social. Alors, on peut dire qu'il y a des gros besoins, donc il y a des gros moyens qui sont consacrés. Oui, mais ça veut dire qu'il y a déjà une prédisposition. Il y a une possibilité déjà installée. Il y a des régions qui ont un taux beaucoup plus bas, et donc aller à la rencontre et aller aider les autres est plus compliqué. Le premier pas à faire est plus important. La région est jeune, c'est même la plus jeune derrière l'Île-de-France. Alors, est-ce que les jeunes se désintéressent de leurs vieux? C'est très troublant. Il y avait eu ce baromètre Harris Interactive qui avait interrogé le choc générationnel. Est-ce que les jeunes considèrent que les vieux sont un poids générationnel? Vous voyez, cette idée de rupture générationnelle. Savoir que les vieux n'en feraient qu'à leur tête, issus des 30 Glorieuses, et donc c'est les jeunes qui paieraient les errements de la génération plus âgée. Non, les jeunes, ils ne disent pas ça. Les jeunes ont invalidé dans ce panel, qui était tout à fait représentatif, ils ne se vivent pas comme devant supporter le poids des vieux. C'est curieux parce que, alors, nous, quand on regarde la presse, on a l'impression de dire que ça tout le temps. C'est un baromètre de 2011. C'est pas vieux. Donc, les jeunes, on peut peut-être s'appuyer sur eux. De quelle manière? Peut-être pas forcément dans des logiques d'aidants, mais peut-être dans des logiques un peu périphériques, autour du bénévolat notamment. Le bénévolat chez les jeunes se développe fortement en France. Pas le bénévolat d'avant avec un engagement au long cours, un bénévolat plus nomade, plus ponctuel, en phase avec son temps. Mais le bénévolat, c'est quelque chose qui est validé auprès des jeunes. Alors localement, en revanche, on a des difficultés sur le logement parce que les gens sont plutôt propriétaires dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils habitent dans des logements individuels, mais ce sont des logements plus anciens, plutôt vétustes. Or, si on ne veut pas l'institution, il faut pouvoir avoir une politique du logement qui soit solide au niveau local. La solidité des familles est assez forte, même si les taux de divorce sont un peu plus élevés. Les familles sont homogènes. Les couples sans enfants et les personnes seules sont plus fréquents, mais c'est moins rapide ici que dans d'autres régions. Donc on a un tissu familial qui reste relativement homogène. Les lieux de décès, les gens décèdent, 31% des décès ont lieu à domicile. La moyenne nationale, c'est 25%, et les plus bas chiffres, c'est 21% dans les régions du centre, Bourgogne et Auvergne. Donc, Nord-Pas-de-Calais, c'est la région de France où on décède le plus à domicile. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments qui permettent de penser que le terrain est favorable par certains aspects et défavorable par d'autres, donc il faut aborder ça avec circonspection. Alors, en revanche, il y a des facteurs sanitaires qui sont compliqués. Je ne vous en fais pas le tableau autour des maladies qui proviennent de l'alcool ou des maladies du foie, qui conduisent à finalement une espérance de vie un peu plus faible dans le Nord-Pas-de-Calais, de moins de 2 ans. C'est quand même beaucoup par rapport à la moyenne nationale. C'est quand même beaucoup. Mais voilà, il y a donc un terreau qui est propice à la culture de l'entraide, malgré des facteurs sanitaires ou des facteurs économiques qui ne le sont pas. Donc on peut repérer là où on peut pousser dans un sens et puis freiner dans l'autre. Je voudrais terminer en 2 minutes, hélas, mais j'aurais encore tant d'autres choses à dire, mais ce n'est pas grave, l'essentiel c'est de jeter comme ça des idées et que vous vous en empariez. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore fonctionner sur l'ancienne logique qui consiste à penser la solidarité, à penser d'abord que l'État-providence va subvenir aux besoins? C'est non, clairement non, oublions. Est-ce que nous pouvons encore fonctionner sur l'ancienne logique qui consiste à penser que la solidarité, c'est la redistribution entre des gens nantis qui ont la chance d'être en bonne santé, qui ont la chance d'avoir quelques moyens ou du temps, et puis des gens malheureux qui sont dépendants, en mauvaise santé. Et donc il faudrait que les bien portants se portent au chevet des malheureux dans une représentation très altruiste, teintée de bonne morale judéo-chrétienne, de redistribution. Ça ne suffit plus. Parce qu'on est dans un monde individualiste. Donc les gens ne vont plus aller à la rencontre des autres par seule bonté d'âme ou par seule valeur morale. En revanche, ils peuvent y aller parce qu'ils mesurent que c'est leur intérêt.
Alors c'est leur intérêt économique peut-être de s'occuper de papa-maman quand ils habitent à la maison, mais c'est un intérêt relationnel, un intérêt psychologique, plus encore. Ça, c'est des choses qu'on a bien mis en évidence dans l'accompagnement de la fin de vie notamment, à savoir que je prends appui sur 2 auteurs qui sont suffisamment médiatisés pour que vous puissiez vous y référer aussi. C'est Jacques Attali qui nous invite à repenser l'altruisme comme étant la valeur cardinale du monde qui naît aujourd'hui. Il prend le contre-pied de tout ce qu'on peut lire en provenance des États-Unis parfois. Et Mathieu Ricard, qui dans son plaidoyer pour l'altruisme, qui nous invite à repenser l'altruisme non pas comme étant cette générosité désintéressée, mais au contraire une manière d'aller vers l'autre en dépit de sa différence ou parce qu'il est différent, pour lui apporter ce dont il a besoin et en tirer un bénéfice. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui peut aussi bouger les frontières du bénévolat, à savoir que le bénévolat, c'est plus la générosité désintéressée, ça devient une manière de s'enrichir grâce à l'autre, fût-il fragile, fût-il contraignant, fût-il vieillissant. Voilà les perspectives aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a 3 piliers sur lesquels nous devons nous appuyer. Quand même encore une société structurée, structurante. Des aidants, pardon, j'en ai peu parlé, mais vous voyez, j'aurais pu mettre l'accent sur ça plutôt que sur d'autres choses, mais on va beaucoup en parler après. Des aidants qui s'investissent non pas au nom du devoir, mais au nom des liens qu'ils ont avec les gens, qui sont d'abord des liens affectifs, mais qui ont besoin eux-mêmes de ne pas être stigmatisés en disant soit c'est des héros, soit c'est des victimes, qui ont besoin d'être considérés dans un dispositif global dans lequel le bénévolat aussi, qui est à coup sûr pour moi la valeur des 30 prochaines années, hein, la chose qui va nous permettre de passer à une étape supplémentaire ou pas, hein, eh bien c'est cette conjonction-là nourrie d'une représentation que les conflits au sein de la famille sont une chose normale, naturelle, nécessaire de tout temps, que les difficultés que pose la prise en charge d'une personne faible, fragile, eh bien, je suis prudent quand je le dis, parce que j'ai bien conscience que ça peut être provocant, mais sont une richesse. Je rentre du Québec il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'aller à Trois-Rivières visiter une maison proposée par Nicole Poirier sur une nouvelle approche de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Des choses, elle est en France en ce moment, Nicole, justement. Il nous faut arriver maintenant à changer de lunettes pour regarder, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, la fragilité, non pas comme étant une calamité qu'il faut corriger, mais comme étant une chance, parce qu'elle nous conduit au dépassement de nous-mêmes, à l'invention et à retisser du lien, même si ça n'est pas chose aisée. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.